Bienvenue la gang à Ça se passe entre les deux oreilles. On est déjà au 17e, 18e. 18e et dernier de saison 2. Yes. Donc, saison 2 se termine ce soir. On a des invités extraordinaires. On a une légende de l'immobilier. 26 ans courtier immobilier, 13 ans à la tête comme leader du groupe Macaille. Oui. Parle-nous un peu de ta spécialité de ton groupe Macaille. Ben merci. François Macaille, j'ai pas dit son nom. Ben merci Jocelyn, puis merci Raymond de m'avoir invité, Nicolas. Ça me fait plaisir d'être ici pour la dernière émission. Écoute, moi j'ai été très, très jeune, quand j'ai commencé à 21 ans, ce qui me fascinait, je voulais être le courtier numéro 1 chez Remax au Québec. Fait que ça, c'était mon but. Ma mère était courtière numéro 1 chez Remax à Montréal, sur l'île de Montréal. Fait qu'au début, moi, mon but, c'était d'être numéro 1 au Québec. Puis, je voyais que les numéros 1, ils étaient tous en équipe. Fait que rapidement, je me suis intéressé au concept d'équipe en immobilier. Puis, c'est ça qui est devenu ma spécialité. Donc, comment réunir une équipe de personnel administratif et de courtiers pour servir notre clientèle, puis d'amener l'immobilier à un autre niveau, au niveau du service à la clientèle. Surtout qu'ils travaillent ensemble. Exact, exact. Puis là, ben maintenant, dans le groupe Macaille, aujourd'hui, fast forward 26 ans, là, ce qu'on a comme agence immobilière, on a 89 courtiers immobiliers répartis un petit peu partout au Québec, mais on a un bureau à Québec, à Granby et à Trois-Rivières. Puis à Montréal, notre bureau qui est à la Chine. Puis dans mon équipe, dans le fond, j'ai comme deux concepts dans un. C'est-à-dire, on a des courtiers indépendants, un petit peu comme on retrouve partout dans les autres agences immobilières. Et j'ai mon équipe de 42 courtiers. Oh. Donc, 42 courtiers. Le défi de ça, c'est de... Là, j'avais 30 secondes. Je suis rendu à 3 minutes. Donc... C'est correct. Fait que le défi de ça, c'est de fournir... Parce que quand tu es un chef d'équipe, tu dois fournir la clientèle à ton équipe. Alors, le défi, c'est... Tu peux nourrir facilement, mettons, un chef d'équipe, 2-3 courtiers, 4-5 courtiers. Mais rendu à 40, c'est un autre... Tough. Ouais, ça commence à être très, très difficile. Puis, je vais vous laisser la parole, mais on va revenir peut-être sur les taux d'intérêt puis tout ce qui a changé cette année. Les 12 derniers mois là, a été vraiment les 12 mois les plus difficiles que j'ai vus en 26 ans. Wow. On va avoir du stock à jaser, ça c'est sûr et certain. Deuxième invité, mon bon ami Nicolas Lisotte. Nicolas Lisotte, que je vais définir comme un investisseur immobilier, entrepreneur, multi-entrepreneur. Décris-nous un peu c'est quoi ta spécialité ou les diverses business. TDAH aussi. Problème mentaux. Donc, cette espèce d'image mentale qu'on puisse le projeter. Ben, en fait, à la base, entrepreneur, pourquoi entrepreneur avec les gens? Donc, d'être avec vous aujourd'hui, c'est un privilège. Parce que c'est le contact humain, c'est la relation. Fait qu'à la base de tous mes projets, même que ce soit mes propres locataires, quoi que ce soit, c'est de garder le tunnel de communication le plus élevé possible. Fait que les relations à travers les projets. Puis après ça, les projets, ben là, assouvir mes désirs ou mes obsessions, mon excessivité, là, obsessionnelle, compulsive, axée sur la performance, là, dans ma tête, ça va extrêmement vite. Puis, on dirait qu'il n'y a pas un sujet qui, depuis le début de ma carrière, m'a vraiment accroché pour me dire... je suis tunnel vision sur ça, c'est juste ça que je veux faire parce qu'à chaque fois que je rentre ou je maîtrise un sujet, je suis attiré par un autre. Fait qu'il y a beaucoup de curiosité. Toujours en pleine curiosité, mais toujours en créant une espèce de fil conducteur à travers les projets. On le vit, on se rend compte aujourd'hui par le fil conducteur entre les projets. Ouais. Donc, c'est pas un hasard. Donc, investissement immobilier, entreprise en construction, entreprise en design, etc., etc. Oui, marketing, le studio de podcast ici, tout ça. Là, on a c'est beau chez vous, hein? Ouais, bienvenue. Puis merci de nous avoir choisi en fait pour votre podcast. On est très privilégiés. On est très bien reçus ici. D'avoir un line-up d'invités comme vous autres, les gars. Honnêtement, là, quand que je vois passer ça sur vos fils d'actualité, les réseaux sociaux puis tout ça, on a investi quand même beaucoup d'argent dans le studio, la qualité des caméras, des micros, ces affaires-là. Fait que ça met en valeur un peu qui vous êtes. Fait que les gars, bienvenue. Puis on se merci. fait couper par le gyrophare. C'est parti. Jocelyn t'a présenté, puis toi-même t'as complémenté cette présentation-là en parlant de tous les projets, puis cette soif insatiable que t'as là, de tout le temps là, être curieux pour d'autres projets, puis ainsi de suite. Sauf que 2 fois de ta bouche a sorti le mot fil conducteur. Alors, c'est quoi justement là, dans tous tes business qui peuvent en apparence être différentes? C'est quoi le fil conducteur qui te nourrit, toi, là, dans tous ces business-là? Bien, le fil conducteur, en fait, c'est d'avoir moins de clients,
mais des plus grandes parts de travail avec chacun des clients. Okay. On était dans les ministériels. C'est ce que tu essaies de faire dans tous tes business, même s'ils sont différents. Entretenir la relation avec un groupe de gens pour amener la relation vraiment dans un niveau de proximité intime, VIP. T'sais, on a tous des relations, qu'on aille au Centre Bell ou dans un restaurant favori ou dans un hôtel dans le sud ou quoi que ce soit. Des fois, on retourne à la même place par l'espèce de fil conducteur qui nous lie soit émotionnellement, mentalement, ou un mix de tout ça, en fait, puis d'avoir cette espèce d'aisance-là. Tu sais, quand on se présente à quelque part sous notre vrai jour, je pense que c'est ce qui nous permet de donner le meilleur accès de nous-mêmes. Fait que quand on se sent à la maison, tu sais, le projet ici s'appelle Maison Créative, en fait, c'est pas un hasard. Maison, pourquoi? Pour comme quand on se sent à la maison, se sentir bien, créatif pour vraiment exploser les idées puis amener ça, comme François disait, à un autre niveau. Fait qu'un peu dans le même principe que vous autres, le fil conducteur, c'est d'entretenir des relations fortes. Jocelyn était un de mes prêteurs sur, je sais pas moi, 6 de mes projets. On est rendu à 25 projets ensemble. Raymond, on se côtoie dans des événements puis tout ça. François, tes clients avec les remarqués ici, t'enregistres peut-être bientôt, t'enregistres bientôt dans le studio, quoi que ce soit. Raymond, Jocelyn, vous mangez la viande dans notre boucherie en ligne, puis tout ça. Exact. Le projet concept immobilier, Jocelyn, à chaque fois que j'ai un pépin légal ou un conseil, au lieu d'appeler mon avocat à 400$ de l'heure, j'appelle Jocelyn le jeudi soir. Il commence à être bon avec le légal. Il est tellement bon. Il est tellement fort, c'est qu'il me donne des conseils. Nicolas, es-tu en train de nous dire que tu fais de la business pour te faire des chums? Oui, je te dirais, quand je te reparlais du côté humain dans mon introduction, quoi que ce soit, c'est de développer les relations, un peu comme on développe une amitié. D'être capable d'aller aussi vulnérable et intime dans des situations qui sont pas faciles. François parlait de la hausse des taux d'intérêt depuis un an. Toi, tu le vis comme fournisseur, puis il faut que tu proviennes la business à tes 40 courtiers. Moi, comme investisseur, dans la plus grosse année de ma vie au niveau des projets, en haut de 10 millions en projets en cours à l'heure actuelle, je me fais slammer par la crise des taux hypothécaires. Fait que je vous dirais que la dernière année, la curve, je l'ai subi à l'inverse de ce que toi t'expliquais tantôt. Puis, grâce à des partenaires d'excellence, grâce à du monde qui croit au projet global, on continue d'avancer, on continue d'y croire, on continue de le faire en équipe. Ça. François parlait de son équipe en immobilier. Moi, je vous parle de la même affaire. Moi, j'ai pas 83 personnes qui travaillent pour moi, mais j'ai 83 partenaires externes qui deviennent des amis, des ambassadeurs. Puis je trouve ça vraiment intéressant ce que tu parles parce que de créer une relation de proximité avec tes clients, c'est particulier. Puis en immobilier, c'est plate, mais les courtiers immobiliers ne vivent pas vraiment ça, à moins que tu travailles avec des investisseurs. Mais quand tu fais de l'immobilier résidentiel, puis moi, ça a toujours été quelque chose que j'ai trouvé un petit peu plate, c'est que j'allais visiter avec des acheteurs. On passait peut-être 2 semaines, 3 semaines, 1 mois intensif. Puis après ça, c'était une offre d'achat. L'offre est acceptée. Félicitations, tout est fait. Puis là, souvent, mes clients me disaient, là, on se revoit plus. Qu'est-ce qui se passe? On se revoit plus. Là, je suis on se revoit chez le notaire. Après ça, parce qu'effectivement, la relation, on continue. Là, on a un autre groupe d'acheteurs. C'est éphémère. Un client normal va acheter quoi? 1, 2, 3 maisons dans sa vie? Exact. Si on enlève les investisseurs immobiliers, ça veut dire que tu vas le revoir 1, 2, 3 fois s'il te reprend les 3 fois. C'est ça. C'est dur de bâtir une relation. C'est très difficile de bâtir une relation à long terme. En fait, on peut la bâtir, on peut essayer de la maintenir. Moi, je trouve que c'est un art, François, parce qu'écoute, il y a beaucoup de courtiers qui ne se présentent pas chez le notaire, envoient des signatures électroniques, très peu de proximité. Moi, comme client, comme investisseur, je travaille avec beaucoup de courtiers immobiliers, puis je te dis ceux avec qui je vais travailler pour les 25 prochaines années, c'est les gens qui ont réussi à créer cette liaison-là, cette espèce de contact-là, de dire « Hey, on va t'aider, on va t'accompagner, la paperasse de plus, mon adjointe s'en occupe, tout ça. » c'est un art, là, ce que je t'explique là. Puis dans le courtage immobilier, il y a la loi de Pareto, il y a dans toutes les classes sociales, dans toutes les nationalités, il y a le 80-20. Dans les courtiers immobiliers, puis je pense que tu le fais bien, si tu as 83 courtiers qui travaillent pour toi puis qui ont décidé de choisir l'épinglet de Groupe Macaire, c'est cette espèce de oomph-là de plus que t'offres. Parce qu'écoute, sinon, les grandes bannières, on se le cachera pas, injectent des millions, des milliards en marketing mondialement. Groupe Macaire, là, c'est quoi? C'est une valeur humaine, c'est une valeur de proximité, parce que sinon... C'est exactement ça. Puis en fait, les gens, quand ils viennent chez nous, puis c'est ce qu'on fait beaucoup, puis durant la période de la COVID, il y a eu un bon mauvais côté. On parle de signature électronique, tout ça. Les Zooms ont été très populaires durant ce temps-là. Mais moi, de mon côté, ça m'a permis de me rapprocher de beaucoup de courtiers parce que j'étais dans mon bureau, puis il y a beaucoup de bureaux qui ont fermé ou qui étaient vraiment au neutre durant cette période-là. Puis moi, j'étais en Zoom à peu près à tous les jours, puis je faisais différentes formations que j'ai
tous les sujets, je les mettais de l'avant, puis j'invitais des courtiers à venir écouter ça. Puis c'est comme ça que j'ai monté vraiment, je passais comme de 30 à 80 courtiers en créant cette proximité-là, puis en créant cette vibe-là. Puis maintenant, ben, on a des meetings, 2 meetings par semaine, on a des formations au bureau. Puis la majorité des courtiers qui viennent chez nous, c'est ça qu'ils disent, c'est le vibe est bon, l'accessibilité, la disponibilité que je leur offre aux courtiers, puis le fait que je travaille avec eux autres. Je vais encore sur le terrain, rencontrer des clients. Justement, on a parlé d'une courtière à Sorel, on s'est ramassé à Magog. À Magog, on a été j'ai été rencontrer ses clients, faire une évaluation. Donc, d'être sur le terrain, d'être près des gens. Fait que ça, je trouve ça le fun parce que de mon côté de business, il y a le côté clientèle, les acheteurs, les vendeurs, les investisseurs. Puis pour moi, en tant que président de l'entreprise, ben, il y a les courtiers qui sont aussi mes clients, qui sont maintenant les personnes avec qui je développe cette proximité-là. Puis c'est ce que les gens veulent, d'être encore des courtiers. C'est très difficile. Tu sais, tu fais pas de vente. Tu n'as pas d'argent. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de salaire de base. Il n'y a pas de salaire de base. Une courtière, elle me dit, Colin, François, je travaille. Il n'y a rien qui rentre. Il faut que je prenne une décision. Là, à un moment donné, il faut que je mange. Qu'est-ce que je fais? Puis, donc, d'accompagner ces gens-là, d'être sur le terrain avec eux, je le fais encore parce que je trouve que ça fonctionne, ça marche, puis ça fait en sorte que je peux leur apporter des résultats différents puis changer un peu le cours de leur carrière pour le mieux. Fait que vraiment, le vibe de rester ensemble, de travailler ça ensemble, c'est ce qui a fait en sorte là, qu'on a pu grandir l'entreprise là, dans les dernières années. Donc, même si vous êtes dans 2 business totalement, ben, pas totalement, mais quand même différentes, vous avez une réalité différente, tes clients, toi, la particularité de ton contact avec le client, c'est que c'est éphémère. Un coup passé chez le notaire, il y a de fortes chances que tu ne le revois plus, mais tu compenses ça avec ta gang, avec ton équipe. Exact. Même chose pour toi. Fait que dans le fond, le dénominateur commun, c'est la gang, c'est l'humain. C'est l'humain, c'est les personnes. C'est l'humain, la gang avec qui il attache. Puis là, je vais plugger un système de CRM. Tu comprends dans le sens que on est rendu en 2023, les gars. On a moyen d'automatiser des tâches, à créer des contacts, des tâches de façon automatique. Parce que sinon, on n'y arrivera pas. On va tous mourir au bout de notre sang. Tout à fait. Puis comme entrepreneur, ce qu'on aime, c'est croître le business. Sauf que là, un moment donné, il y a tant de nombre d'heures pour tout le monde. C'est le dénominateur commun, c'est le temps. Hein? Il y a 24 heures d'une journée pour vous, moi, et Musk, mais malheureusement, les itinérants dans la rue aussi. Fait que 24 heures, qu'est-ce qu'on fait avec? Puis un bon CRM, puis d'automatiser. Moi, dans ma clientèle de viande, mon panier moyen, moi, est à 280 $ dans une des business. On a une boucherie en ligne, juste que tu saches. Ben moi, il faut que le client recommande à tous les mois. Exact. Parce que s'il recommande une fois dans l'année ou une fois d'une vie... Juste monter sa fiche client, faire sa première livraison, il n'y a pas une scène à payer le Google AdWords, le ci, le ça, on arrive, puis on est prêt à perdre peut-être même 20$ sa première commande pour l'accrocher. Après ça, c'est comment qu'on entretient la relation pour qu'à la fin de l'année, il ait dépensé 2, 3, 4, 5 000, ainsi de suite, ainsi va la vie. Puis là, exponentielle. Tu sais, le phénomène... Excuse-moi. Non, vas-y. Parce que je pensais à ça. Je trouve que le phénomène de... On parlait de proximité, des gens, tout ça. Le phénomène de loyauté, moi, en tout cas, j'ai remarqué qu'il est quand même plus difficile aujourd'hui. Il est plus éphémère qu'il l'était dans le temps. Tu sais, moi, je me souviens, mes oncles qui disaient hey, j'ai travaillé à telle place pendant 40 ans. C'est ça. J'ai eu ma montre de 25 ans. On voit plus ça. On voit vraiment plus ça. Je pense que c'est à cause des communications. Oui. Tu sais, l'accès aux communications, l'accès à l'information est beaucoup trop disponible. Et là, étant donné que le gazon est tout le temps plus vert chez le voisin, bien là, les gens, tu sais, ils regardent, ils font OK, c'est peut-être mieux que j'aille faire d'autres choses. Je suis pas certain que c'est la bonne voie à suivre. Parce que moi, j'ai déjà fait l'expérience pour de vrai. J'ai traversé la rue pour aller voir le gazon de mon voisin. Et je vous le jure, plus que je m'approchais, plus qu'il y avait des touffes jaunes, autant si c'est pas pire que le mien. Puis c'est ça, de chez nous, je voyais pas les mauvaises herbes, je voyais pas les boujons. Je voyais juste, c'est vert à grandeur. Puis plus que j'arrivais, plus je disais, finalement, j'étais peut-être mieux chez nous. Puis je pense que les gens, ce côté-là, l'ont passé parce qu'ils sont trop stimulés par toute l'information qu'ils reçoivent. Puis, je veux dire, quand même, veux pas. Tu sais, j'écoutais à la radio l'autre jour, je pense que c'est Google ou Amazon qui disait on a des jobs à 25$ de l'heure. Tu sais, fait que c'est sûr que quand tu es un jeune... Mais là, ils les attirent avec quoi? Avec l'argent. L'ambiance? Oui. L'ambiance aussi, oui. Tu sais, l'ambiance, le wow, le prestige, puis je pense que c'est un peu ce que tu as fait avec Groupe Macaille. Oui. Tu sais, parce que Groupe Macaille,
est maintenant très, très, très reconnu là, à travers le Québec. Tout le monde sait c'est quoi Groupe Mackay, qui est dans l'immobilier. On commence tranquillement. Mettons quelqu'un qui est dans, qui est dans la sphère de l'immobilier. Un courtier sait que le Groupe Mackay, c'est François Mackay et son équipe. C'est drôle parce que oui, ils savent ça. Puis ce que j'entends, que j'aime puis que j'aime pas en même temps, c'est que souvent, on me dit « Ah, Groupe Mackay, c'est une bonne école pour commencer. » Oh! Fait que là, moi, je dis, t'as un petit peu, pas juste pour commencer, pour finir aussi, là. Ouais. Fait que on fait pas juste commencer chez nous parce que j'entraîne les gens, parce que je vais avec sur le terrain, parce que je suis disponible, versus peut-être d'autres qui sont moins. Puis là, on me dit, oui, les jeunes, c'est bon, mais... Puis là, tu sais, je me rends compte quand même, ça demande beaucoup d'efforts de faire ça, d'entraîner des gens qui vont peut-être partir un coup l'entraînement fini. Fait que ça a été ça aussi un nouveau défi qu'on a eu à surmonter, puis qu'on travaille à toutes les semaines. J'ai une équipe, j'ai 2 personnes, qui est mon beau-père, le mari de ma mère, qui était propriétaire d'un McDo, qui était un prêteur, aussi il était prêteur, puis il était un VP chez TELUS à l'époque, qui était Québec Téléphone. Fait que c'est un de mes conseillers stratégiques. Et j'ai un courtier dans mon équipe qui s'appelle Philippe Berthaud. Philippe a été directeur des ventes chez Nike en France. Wow. Fait que les deux ont une bonne expérience de la grande entreprise. Puis moi, je suis dans une petite entreprise. Puis on essaie d'amener des concepts qu'eux autres connaissent pour améliorer ça. Puis ça, c'est un de nos défis actuellement, c'est de dire, bon, ben les jeunes qu'on entraîne, ben on veut pas qu'ils partent nécessairement dans 6 mois, dans 1 an. Puis je te dirais que depuis 1 an et demi, notre turnover a quand même baissé considérablement. Mais il y a 1 an, il y a 2 ans, là, ça rentrait, ça sortait, puis c'était difficile. Oui. Pépite d'or. Mais je pense que c'est rare qu'on va là, puis je suis content d'aller là, parce que c'est un volet de ma pratique en tant que coach, formateur. On parlait de leadership un peu. Oui. Tu te dis, tu sais, je vais les entraîner, je vais investir dans leur formation, dans leur développement personnel, et je veux pas qu'ils partent. Je pense, je me souviens pas si c'est Zig Ziglar ou John Maxwell qui disait, imagine que si tu le fais pas, puis tu n'investis pas, puis qu'il reste, ça sera pas mieux. Fait qu'on vit dans un monde, on parlait de loyauté tantôt, on court toujours un risque que nos meilleurs vont partir. Sauf que pendant qu'ils sont là, et puis, je trouve ça très louable que tu le fasses, que tu investisses dans leur développement. Et si tu en prends soin, ben il y a de fortes chances qu'ils restent. Oui. Parce que de toute façon, si tu le fais pas, puis qu'ils restent, ton entreprise, ton organisation ira pas mieux, là. Exact. Si je peux faire du pouce là-dessus, c'est de sortir les vidanges, tu sais, honnêtement. Mais la clé de garder tes meilleurs, c'est de sortir les vidanges. À l'inverse. Parce que les meilleurs ne vont pas rester avec les pas bons. Exactement. Puis on l'a vécu, j'ai scalé une business c'est là qu'on, un peu avant, on s'est rencontrés. J'avais eu le privilège de faire ton ébénisterie chez toi. Ouais. On avait 3-4 millions de chiffre d'affaires. En 4 ans, on a monté ça à 30 millions. Puis comment qu'on pouvait faire ça, c'était de mettre un système de vente en place avec des designers qui performaient. Puis ceux qui performaient pas, fait que nous autres aussi, on avait décidé de mettre ça 100% en commission. Okay. Parce que ceux qui s'accotaient sur leur salaire de base, ben ils vaguaient dans une espèce de nuage gris. C'est mieux de charger plus cher 100% commission. Exact. Dans le fond, que ton produit soit plus cher avec des gens performants qui vont rendre ta clientèle satisfaite, que d'y aller avec des gens à salaire qui recherchent la sécurité, qui s'assoient sur le laurier puis qui livrent un service qui est moindre en qualité. Exact. Puis quand tu es un vrai performant, tu veux être entouré de performants. Exact. Fait que si tu as... Encore là, désolé d'avoir appelé ça des déchets, là, c'est peut-être un peu péjoratif, c'est peut-être un peu rough, mais je voulais que les gens comprennent. En fait, là, c'est qu'il y a une étude, là, je pense c'est quelqu'un qui a suivi le président de Netflix. J'ai pas écouté, là, malheureusement. Je vais y aller un peu en zigzag là, dans mon exemple, là, mais Netflix est en pleine effervescence. Puis un moment donné, ils ont pogné un plateau. Parce que là, toutes les autres, Disney est arrivé, Crane, puis là, toute la gang. Là, tu comprends? Puis là, il y a quelqu'un qui a suivi le président de Netflix, puis il y avait des high performers, puis il y avait la masse. Ouais. Puis là, le coach externe, il dit au président de Netflix, il dit, écoute, tes high performers roulent à 70%. Ils sont pas motivés, ils sont pas stimulés, ils en ont pas assez dans leur assiette. Ils ont pas soif, ils ont pas faim. Puis ta masse te tire par en bas. Fait que tu sais, l'espèce de dénominateur commun de toujours ramener par en bas. On le dit souvent au Québec, c'est un peu comme ça. Là, la masse nous ramène par en bas. Fait que sans rentrer dans des débats de politique, mais en entreprise privée, d'être entouré de winners, de champions, puis de gens, à défaut de sortir puis de faire 15-20 heures de plus par semaine pendant un stretch X, Y, Z, de rallier les troupes, de donner de l'énergie puis de la puissance. Ce qui fait peur pour l'entrepreneur, parce que, tu sais, en tant qu'entrepreneur, on veut aussi garder un équilibre. On donne tout à la business, mais on veut s'occuper de la famille aussi.
Et là, sortir les vidanges, ça demande de l'énergie. Ça veut dire qu'il faut que tu rentres du nouveau staff, il faut que tu formes du nouveau staff. Mais ça demande tellement moins d'énergie que de surfer sa médiocrité pendant longtemps. Et de perdre, puis on a peur. De perdre tes joueurs de premier trio. Exact. Puis je fais l'analogie parce que ça me fait penser, j'ai un flash. Quand je coachais au hockey, je coachais au niveau élite, puis on avait des coachs de coach là, qui venaient nous superviser. Ouais. Et il y a une culture au Québec, tu parlais de nivellement par le bas. Au hockey, c'est pareil. On va toujours aimer mieux le gars qui n'a pas de talent, mais qui se défonce. Et mon coach, mon superviseur disait, dans ton équipe, lui, il parlait, on avait 3 trios à l'époque, puis il disait, tu as des joueurs à 5$, tu as des joueurs à 10$, tu as des joueurs à 15$. Puis il disait, le joueur à 5$, mettons qu'un soir, là, il rentre dans les bandes, là, puis il donne tout, puis il t'en donne pour 7$. Tout le monde va l'applaudir, tout le monde va vouloir acheter son T-shirt, puis le gars à 15$, là, on va dire c'est un sans-cœur parce qu'il a joué juste pour 12 en soir. Sauf que, joué 5 de plus que l'autre. Sauf que 12, c'est plus que 7. C'est ça, exact. Moi, quand ça avait été une révélation pour moi, gars, je vais plus m'occuper du joueur de premier trio à le rendre heureux parce que c'est avec lui que je vais gagner. C'est avec lui où je gagne ou je perds avec lui. Mon coach, lui, il me disait, il nous dit souvent, je fais partie d'un regroupement de courtiers immobiliers, d'un programme de coaching où je suis coach d'ailleurs, pour ce gars-là qui est Craig Proctor, qui était le courtier numéro 1 au monde chez Remax dans les années 90, puis a formé un groupe de coaching. Puis le numéro 2, Todd, il nous dit tout le temps, quand on fait du coaching, regardez toujours votre business comme si elle était à la bourse. Alors, les actionnaires, qu'est-ce qu'ils diraient de vos décisions s'ils regardent ça? Est-ce que tu prends les bonnes décisions? Est-ce qu'ils te backerait là-dessus parce que des fois, en tout cas, moi, personnellement, je suis un gars plutôt, j'aime ça que tout le monde soit heureux. En entour de moi, j'aime ça que tout le monde, on est tous contents, tout va bien, la vie est belle, j'aime pas trop les conflits, puis tout ça. Fait que des fois, j'ai de la misère. Comme là, j'en ai un courtier qu'il faut justement que je me débarrasse. Puis ça fait quelques semaines. Puis là, mon beau-père est comme, t'en es pas débarrassé encore? Je dis, ben là, c'est parce qu'il veut faire les hot dogs au prochain dîner. Il dit, moi, je vais le faire. Je suis comme, non, je l'adore. Mais, tu sais, c'est l'image que ça projette de ton entreprise. Puis j'ai vécu le même problème. C'est qu'un moment donné, on est tellement rendu loin de notre day-to-day que l'image corporative est projetée par ces pas bons-là. Fait que là, il y a quelqu'un à quelque part qui a été référé. Je te réfère mon équipe de design d'architecture, puis toi, tu tombes sur le petit nouveau qui est rentré. Puis là, j'ai beau te monter le plus beau portfolio d'immobilier que j'ai fait, puis les flips que j'ai fait, en tout cas, je ne veux pas me lancer des fleurs, mais c'est magnifique ce qu'on est capable de créer puis de faire. Mais si je t'envoie mon pas bon, tu vas me dire, Callis sont pas bons, cette équipe-là. Puis là, tu vas dire, Chris, ils sont pas capables de faire ce qu'ils ont à faire. Puis là, pourtant, tu dis, Callis, non, on est l'élite, on est capable de faire ce que les autres font pas, mais c'est de l'amener, puis scaler une business, c'est ça qui est dur. Exact. Parce que sinon, si c'était facile, tout le monde le ferait. Là, on s'entend là-dessus. Tu sais, les écoles de leadership ont beaucoup enseigné le leadership par l'exemple. Oui. Il y a un concept qui est un peu erroné là-dedans, c'est que c'est comme si on avait le prétexte que les gens vont juste voir qu'est-ce qu'on fait. Leadership par l'exemple. Puis toi, François, comme leader, les gens voient ce que tu fais, oui, mais ils voient aussi ce que tu fais pas. Exact. Puis ça, il faut en prendre conscience parce que c'est majeur. Là. C'est là majeur, que... les décisions courageuses, en fait, là, quand c'est plus facile de pointer celle des autres que de se pointer soi-même. Moi, ton courtier, dans ma tête, m'a dit, on crée un homme d'affaires comme François, il devrait se débarrasser de ça. Puis à l'interne de mon organisation, j'ai du monde, ça fait 1 an que je devrais me débarrasser, puis je suis pas capable. Fait que c'est beaucoup plus facile de dire aux autres quoi faire ou voir dans un angle mort de quelqu'un d'autre, dire, c'est bien non facile, devrait faire ça. Exact. Après ça, dans la mise en application, dans le day-to-day, dans tous les facteurs externes, le stress, ça, tout va vite, là, on ne se le cachera pas, les gars. Là, ça va vraiment vite. Ça va vite, en tout cas. Là, je ne sais pas si c'est juste moi. Non, ça arrive. L'entrepreneurship, c'est ça. Hein, c'est un feu roulant tout le temps de décisions à prendre, d'actions, de tâches à accomplir. Puis quand tu es entrepreneur, tu n'as comme pas le choix de passer à travers tout ça. Il faut que ton nez soit un peu partout. Fait que, tu sais, il y a bien des gens qui disent ouais, mais tu peux déléguer. Ouais, mais attends un peu, déléguer, ça coûte. Prendre le temps de déléguer, prendre le temps de former pour déléguer, prendre le temps. J'ai pas plus ce temps-là non plus. Fait que, tu sais, entre les deux, là, faut relativer, là. Puis si on prend le film de l'effet papillon, fait qu'imagine-toi qu'à chaque jour, on est devant, je sais pas, moi, 100 ou 1000 décisions, peut-être 1 million, je sais pas. Là. Il y a sûrement des études qui le prouvent, mais on prend X nombre de décisions par jour, puis après ça, on crée l'effet papillon avec ça. Puis là,
devant un Y, je m'en vais à gauche. Toujours pour le mieux. Là, en tout cas, des gens bien intentionnés. Là, non, mais intentionnés. Là. Mettons, on se dit, on est tous bien intentionnés, puis on n'est pas là pour créer le mal. On n'est pas là pour pousser personne devant le boss. Mais à une vitesse où que ça roule, il y a des décisions devant les Y. Puis là, c'est l'effet papillon. 100, 1000, 2000 fois par jour. Puis là, 7 jours par semaine. Puis là, ainsi de suite, ainsi va la vie. Fait que là, c'est comment qu'on est capable de mettre une équipe en place, des processus d'approbation. J'ai demandé à ChatGPT, puis je sais pas plus. Moi, j'aime bien le livre Traction. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Traction. Ouais, Traction. Gino Wakeman. Parce que, tu sais, comme moi, à la base, bon, j'étais courtier, j'ai bâti une équipe. Puis après ça, j'ai bâti une agence, puis tout ça. Puis il y a des gens qui regardent, qui ont des plus petites entreprises qui veulent grossir. Toi, tu as parlé de scaler de 3 à 30 millions. C'est quand même x10. Là. J'ai pris 60 livres aussi. Félicitations. J'avais les cheveux bruns, puis je pesais 60 livres de moins. Non, mais pour savoir l'histoire au complet, le monde, il dit ça, puis tu montres toujours le beau côté. Tu dis, hey, je fais un name dropping, moi, de 3 à 30 millions, let's go. Non, Chris, j'ai laissé ma peau, ma santé, puis peut-être la coloration de mes cheveux au passage. Tu comprends? Fait que c'est important qu'il y ait les deux côtés de médaille, parce que le monde présente toujours la belle médaille à la TV, c'est facile. L'entrepreneurship, là, je regarde les dragons, ça fait de même, je me dis, ça n'a pas de sens des fois. Dites l'autre bord de la médaille. Je veux dire, l'autre bord de la médaille, ça se passe entre les deux oreilles, c'est vrai, mais il y a toujours deux côtés de médaille. Puis on est toujours tenté à présenter la plus dorée ou la plus belle des deux. Puis c'est correct, parce qu'on est tous des vendeurs. Hein? On est tous là pour faire un sales pitch. Dans chaque entreprise, il y a un département de vente, que ce soit en coaching, en financement. Il faut vendre. La seule chose, c'est qu'il faut être capable de retourner la médaille pour que le vrai portrait soit présenté. Tout ton livre apportait la solution à ça? Oui. Mais en fait, c'est ça, c'est que, comme tu parles de l'autre côté de la médaille, mais il y a beaucoup de gens qui veulent grandir une entreprise, qui veulent scaler, mais qui n'ont pas. Il y a un livre qui s'appelle Scale Up, justement. Puis, faut se former, il faut. On parlait de coaching, tu as un coach, moi j'ai un coach, je fais tout le temps de la formation, je suis tout le temps en train de m'améliorer parce qu'à la base, c'était. Je ne pensais pas d'avoir une agence immobilière qui deviendrait internationale. Pas encore. On va commencer national pour commencer. Mais un jour, oui. Fait que, mais tu sais, au départ, j'étais un courtier qui a bâti une équipe. Là, je maîtrise ça. Après ça, je veux grandir ça. D'autres ambitions. Mais là, il faut aller chercher les bons outils pour ça. Fait que soit avec des coachs, des business coachs, la lecture. Traction, c'est un super bon livre. Justement, qui parle d'avoir des bonnes personnes dans le bon siège. Tu sais, souvent, j'ai fait une réorganisation dernièrement dans l'entreprise parce que, certaines personnes qui sont des bonnes personnes, qui ont des belles qualités, mais tu n'es peut-être pas dans le bon siège exactement. Bon, je l'ai juste déplacé un peu dans l'entreprise, puis ça fait toute une différence. Alors, puis dans ce livre-là, entre autres, il donne... C'est ce que je dis tout le temps, François. C'est qu'il n'y a pas de gens, apparemment, il n'y a pas de gens incompétents sur cette terre. Il y a juste des gens assis sur la mauvaise chaise. Exactement. Puis ça, c'est tellement important. C'est ce qu'il faut se dire. Il doit être bon à quelque chose d'autre. c'est ça. Non, il va sûrement être bon ailleurs. Ça se passe entre nos deux oreilles. On contrôle ce qu'on peut contrôler. Il doit être bon à quelque chose d'autre, celui-là. Ah, c'est clair. Puis de laisser aller, des fois, c'est le meilleur accompagnement. Ça peut être la meilleure affaire aussi pour l'employé, pour la personne qui est là, qui, des fois, justement, souvent, ils savent qu'ils ne font pas la job exactement, puis ils ne sont pas nécessairement... ils vont pas se sentir accomplis là-dedans. Puis des fois, en tant que. Mais là, je repense à ton gars qui va faire les hot dogs. Là. Ouais. Ça va être diffusé juste dans 6 semaines. Les hot dogs vont être passés. 6 semaines. Il sera plus là. Off the record, tu diras non, on veut voir si tu vas passer à l'action. Puis on ne dira pas aux caméras. Je vais le dire. Mais non, j'ai décidé de prendre ces actions-là parce que, un peu comme toi, je suis au stade où je veux scaler ça. Ouais. Dans le fond, mon objectif, c'est d'arriver à 200 courtiers à la fin de 2024. OK, alors là, on est à 89, bientôt 90. On va se rendre probablement à 120 d'ici la fin de l'année. Puis après ça, 200 d'ici l'autre année. Puis après ça, on veut augmenter par tranche de 100 par année. Alors, fait que ça, c'est l'objectif que je me suis donné. Puis pour ça, faut moi-même que je prenne des bonnes décisions puis que je change ma façon de gérer puis je change les actions quotidiennes que je prends. Fait que c'est pour ça que je me forme constamment puis que j'ai des conseillers maintenant qui sont un peu plus rough que moi. On va dire, hey, on passe à l'action. C'est ça qu'on veut quand on les engage, ces gens-là. On veut qu'ils soient directifs avec nous puis qu'ils nous obligent. Moi, je me souviens d'un coach qui m'avait obligé à faire une certaine action. Puis ça a complètement changé ma vie. Là. Puis, il m'avait vraiment dit, tu fais ça cette semaine
ou sinon, je te coach plus. Et j'ai fait comme, mais là, tu t'es payé, je m'en fous, moi, de rembourser, je te coach plus. OK, mais prendre mon courage à 2 mains, puis je vais le faire. C'est ça qu'il faut que je fasse. Non, mais quand vient le temps de licencier quelqu'un dans ta vie, je parle pas dans ton travail, mais dans ta vie, si tu le fais pas, ça te bloque, là, tu sais. Manger son crapaud ou avaler son crapaud. Ouais, tout c'est le monde a cette image-là, tu sais, on l'a tout eu, que ce soit sur Facebook. Je trouve ça, moi, dégueulasse, la grenouille, mais la crapaud, pas la peut-être la grenouille aussi, j'ai de la misère. Jamais été bon avec les animaux. Mais tout ça pour dire que, tu sais, quand tu commences ta journée avec la tâche la plus difficile, puis celle que tu redoutes ou celle que tu repousses, ben là, c'est sûr et certain que c'est un fardeau. Ah, mais je sais pas pour vous autres, mais moi, des fois, cette tâche-là me pousse à étirer ma douche, étirer mon gym, étirer ma petite passe réseaux sociaux, me faire un gros déjeuner au lieu de faire mon petit déjeuner vite fait le matin à cause que j'ai peur de qu'est-ce qui s'en vient. Ben, ça fait quelques fois qu'on en parle là, dans l'épisode, puis je vais vous amener une autre analogie, peut-être un peu moins dégueulasse que le crapaud. Congédier un employé ou entamer une discussion difficile, une conversation pas le fun, ou appeler un client qui n'est pas content, ou peu importe, ça représente ce qu'on pourrait appeler une tempête. Ouais. Et les meilleurs dans la nature pour affronter une tempête, c'est les troupeaux de bisons. Okay. On fait la comparaison avec un troupeau de vaches. Ils sont capables, les animaux, de sentir la tempête s'en venir, avec les vents, et ainsi de suite. Les troupeaux de vaches vont attendre, ils vont essayer soit de se cacher, puis s'ils ne peuvent pas se cacher, ils vont se mettre dans une petite boule à quelque part, puis ils vont attendre que la tempête passe. Les troupeaux de bisons vont regarder c'est où la tempête, elle s'en vient de où, et ils vont foncer tête première dans la tempête. Ah ouais. Pourquoi? Parce que toute tempête a un début puis une fin. Laisser partir un employé ou un collaborateur qui ne fit plus dans l'équipe, il y a un début puis une fin à tempête si tu l'affrontes. Exact. Fait que c'est la même chose avec toutes les décisions pas faciles qu'on a à prendre. Ouais. Ah, puis on peut ramener des vieilles décisions qu'on a prises aussi, parce que, en tout cas, moi, c'est un de mes trucs. Je me rappelle une grosse décision que j'ai eu à prendre dans le passé, puis je me rappelle que c'est déjà fini. Tu comprends? Exact. J'ai plus d'émotion en lien avec cette décision du passé-là. 100% du temps, ces crapauds avalés, ces choses-là, on les appréhende, puis finalement, on fait « Hey, je suis déjà passé à travers. » Tu sais, ça a pris 10 minutes la tâche à faire, ça a pris 10 minutes le meeting. « Hey, by the way, il faut que tu licencies quelqu'un. By the way, je m'en venais de donner ma démission. » Tu sais, c'est bien parfait. Je savais pas, j'aimais la gang, puis je donnais pas ma démission. Ça m'est arrivé dans le passé. Tu sais, ça marche plus, ton poste sera plus requis, puis là, je me sens super mal parce que ça reste une bonne personne assise dans le mauvais siège. Et la personne disait « Hey, merci beaucoup, tu me soulages. Je voulais juste pas vous lâcher. » Exact. Tu sais, j'ai fait comme « Hey, ça a pas... » Tu sais, j'ai des frissons à le dire. Là. C'était un moment que j'ai vécu. Je voulais pas faire de peine à cette personne-là. J'y ai été de reculons. Personne ne voulait le faire dans le bureau. Je vais y aller. Puis quand je l'ai fait, il me dit merci. Il dit, je vais être obligé d'aller vers mes rêves, mes buts, puis c'était le temps. Ah, puis des fois, ça fait 2 mois que c'est le cancer. Ben cette prise de décision-là dans le bureau, puis tout le monde est stressé à cause de ça. L'expression qui disait, quand la peur frappe à ta porte, ouvre-la, puis tu vas voir qu'il n'y a rien de l'autre bord. Donc, moi, maintenant, je me dis tout le temps, puis si on parle à mon ancienne directrice des ventes de longtemps, souvent, des fois, elle m'envoie un petit texte, ça va bien aller, parce que je dis tout le temps, ça va bien aller. Fait que, Monsieur Legault, ça va bien aller. Mais ça fait des années que je dis ça. Puis à chaque fois que j'ai une décision ou j'ai quelque chose qui peut-être qui peut être stressant comme ça, que ce soit un deal en business ou un congédiement, whatever, moi, je suis comme tout le temps, ça va bien aller. Je m'en vais là, ça va bien aller. Puis ça va toujours bien. Tu sais, on passe toujours à travers. Des fois, plus dur, moins dur, mais ça finit toujours pas bien aller. C'est ça. C'est fini. Messieurs, le temps passe vite. Comme d'habitude, l'entrevue tire à sa fin. Oui. Hey, on a du jus aujourd'hui. Là. C'était solide. On avait 2 solides. Là. Mais là, on va avoir une prise 2 parce que là, j'ai l'impression d'avoir eu un échantillon. On a la prochaine saison, peut-être. Ah ouais. Écoutez, je vous laisse quand même le mot de la fin là, en moins 1 à 2 minutes max. Là. Si je commence par toi, Nicolas, à un entrepreneur qui débute, là, mettons, là, qui est employé, il a plein de cul de sa job, là, puis là, il dit, moi, je veux me partir en affaires. C'est quoi tu lui dirais? Je dirais d'y penser comme il faut, d'y penser 2 fois, OK? Parce que l'envers de la médaille, là, si on peut faire du pouce sur ce qu'on parlait tantôt,
Les gens, surtout dans un poste d'employé, vont être facilement influençables. Le gazon est plus vert chez le voisin. Fait que là, t'es assis dans ton poste d'employé. Tu regardes, je sais pas moi, l'auto en bas au bureau. Tu regardes la montre. Tu regardes des détails externes, en fait, qui servent à rien. Là. Fait que tout ça pour dire que à tous ces employés-là, tout ça, une montre à 5 $ ou à 25 000, ça donne l'heure de la même façon. Fait que ça change rien. Quand tu l'as pas, tu penses que quand tu vas l'avoir, tu vas être heureux, mais encore là, le bonheur est pas là, je vous le confirme. J'ai payé de ma vie pour essayer de voir ça, puis en fin de compte, quand tu l'as, tu l'oublies. Puis un matin, j'étais sur un chantier, si je coupais des bouts de bois avec ma montre, puis là, j'étais comme, on s'en fout, de toute façon. Fait qu'à un employé qui veut faire ça pour les mauvaises raisons, qui veut devenir entrepreneur pour les mauvaises raisons, je lui dis tout de suite, informe-toi, lis-toi, puis reste assis, puis repense-y 2 fois, 3 fois, 4 fois, parce que tu vas être 100 fois plus malheureux. À un employé qui est pris en cage ou dans une cage en or, puis qui a l'effet d'entrepreneurship dans son métier, dans son affaire, puis que c'est plus fort que lui. L'ADN, le sang qui coule, la passion, l'espèce de rage, tu sais, de vouloir plus. Ben là, je lui dis, écoute, mon chum, prépare le monde autour de toi, appelle ta femme, ta famille, tes amis, puis dis-leur que tu vas t'investir à 100% dans un projet. Mais il y a une chose qui est sûre, il n'y a pas de demi-mesure dans l'entrepreneurship, c'est tout, c'est rien. Puis tant qu'à aller dans le moitié, ben reste dans le siège où est-ce que tu es assis. Sinon, donne-toi, si ça te coule dans les veines, ben vas-y, parce que c'est le plus beau métier du monde. Mais faut pas croire tout ce qu'on entend puis ce qu'on voit sur Internet. J'ajouterais même, essaye de trouver rapidement ton why, puis pourquoi tu te lèves une passion. Le joueur de hockey qui devient joueur de hockey par passion, c'est le fun, mais c'est pas tout le monde qui a la chance de ça. Par contre, ta passion peut être l'entraînement physique des joueurs de hockey, ça peut être le coaching des joueurs de hockey, ça peut être devenir physiothérapeute pour les joueurs de hockey. Garde-toi une petite passion en arrière de ça. Un fil conducteur avec une passion que tu as. Parce que ça va te permettre, là, les moments qui sont difficiles, où est-ce que ton réseau est pas entre tes 2 oreilles là, pour te supporter, bien, cette petite passion-là va faire que tu vas toujours continuer d'aller plus loin, t'sais. Rester accroché, trouver ça, puis en fait, d'y croire. Puis de bien s'entourer, en fait, à cette personne-là. D'y aller, tu sais, peut-être nous, peut-être ça a été plus long, ou on a décidé de se faire une meilleure équipe au fil du temps en apprentissage, de commencer plus tôt à avoir les meilleures ressources possibles autour. On devient la meilleure moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Des fois, ça prend une vie à le comprendre, puis des fois, il y a du monde qui ne le comprennent même pas. Fait que, soit dit en passant, juste de le comprendre, c'est un privilège. Faut pas être cheap là-dessus. Mais faut pas être cheap là-dessus. Un bon comptable, un bon fiscaliste, des bons courtiers, des bons professionnels. Sur ces produits-là, des fois, puis c'est ça qui fait que ça ralentit la vie d'un entrepreneur. Là, je l'ai faite. François, même chose, même question, mais peut-être plus entrepreneur. Immobilier. Qu'est-ce que je conseillerais à des courtiers immobiliers? Qui débutent là, ou qui aspirent à... Effectivement, l'argent, c'est pas tout. Je pense que pour moi, c'est la passion. J'ai dit, ça fait 26 ans que je suis courtier immobilier, puis tout le temps, je fais juste commencer. Je commence parce que j'adore ça, j'adore ce que je fais. Fait que c'est pas... Puis quand t'es payé juste à la commission, tu peux pas regarder. Il faut que tu travailles. Puis à un moment donné, si tu fais bien les choses, tu vas être rémunéré, tu vas être récompensé pour tes efforts. C'est certain que dans ma carrière, à chaque fois qu'il y a eu des pics en immobilier, il y a eu beaucoup de nouveaux courtiers qui ont rentré dans les écoles parce qu'on dit on va faire de l'argent dans l'immobilier, ça va aller vite, il y a des belles commissions, 10 000, 15 000, 20 000. Le cours n'est pas trop long, ça se fait bien. Puis il y en a tellement qui quittent le domaine parce que c'est pas si simple que ça. Puis, comme tu as dit tantôt, si ça serait simple, tout le monde le ferait. Alors, c'est pas si simple que ça. C'est de la faute des courtiers, là. Parce que vous êtes toujours en train de poser vos moments de pause, vos beaux chars, les belles maisons que vous vendez, ça a l'air du rêve, ça a l'air facile. C'est ça. Ça a l'air beau, mais la réalité, c'est que c'est 45 000. 38 000, 45 000. 45 000 par année, c'est le salaire moyen. Alors donc, tu sais, puis la majorité vont te dire, non, moi je fais 100 000. Moi, j'ai été propriétaire. Moins mes pancartes, moins mes dépenses, moins mes ici, moins la mes majorité, frais, c'est même pas 100 000 brut. Là. Fait que, mais c'est souvent un chiffre que les courtiers vont dire on fait 100 000, mais là, tu regardes son salaire, mais c'est 78 ou 82. T'as pas ça. Ben c'était pas loin de 100 000. T'as pas 100 000. Fait que moi, ce que je dirais surtout, c'est si tu es passionné de ça, tu vas réussir parce que tu ne compteras pas ton temps. Puis tantôt, tu as parlé que quand tu as scalé, tu as laissé ta santé, tu as travaillé fort, puis tu sais, dans l'immobilier, tes 2 premières années vont être quand même assez rock'n'roll. Mais si tu as une bonne stratégie, puis ça, c'est une autre affaire, c'est que présentement, dans l'immobilier, ceux qui rentrent, ils ont différents choix d'agences immobilières. Puis moi, je recommande d'aller dans une équipe, que ce soit la mienne ou une autre équipe, mais je recommande d'aller dans une équipe. Tu vas apprendre, tu vas gagner 3,
minimum 3 à 5 années dans une année. Parce En que apprentissage. en apprentissage, ça va beaucoup plus vite quand tu n'es pas obligé d'aller chercher les clients. J'ai tout le temps, c'est beaucoup plus facile de travailler, de faire des ventes dans un magasin qui est plein que dans un magasin qui est vide. Puis quand tu es courtier, puis tu arrives, tu as un magasin vide. Tu es en affaires sans clients. Puis là, ta première job, c'est pas de l'immobilier, c'est du marketing. Faut que tu ailles chercher des gens. Faut que tu ailles chercher des clients, des acheteurs, des vendeurs. Et ça, dans ton cours de courtier, tu l'as pas appris le marketing. C'est ça, dans le cours de courtier, c'est pas ça. Tu as appris les règles de marketing, mais tu n'as pas appris comment le faire puis comment avoir du succès avec. C'est ça. Fait que là, le courtier se ramasse qu'il va passer 80% de sa semaine à chercher des clients. Tandis que s'il joint une équipe, pour commencer, ben, il va travailler immédiatement avec des clients. Puis en temps normal, une équipe est présidée par un chef d'équipe qui est une personne passionnée. Puis c'est pour ça que cette personne-là a fondé une équipe. Ouais. Alors donc, si tu vas te joindre à une équipe, tes chances de réussite vont, à mon avis, grandement augmenter. Merci François. Hey, merci Nicolas. Moi, je vais faire une... C'est pas moins d'habitude. J'ai la pépite d'or du plus de contenu en 30 minutes. On avait deux gars beaux moteurs qui parlaient vite avec beaucoup de stock à dire. C'était vraiment intéressant, les gars. On n'a pas étourdi personne. Non, ça va être correct. Mais je pense que c'est le seul podcast qu'on n'écoutera pas en vitesse 2X. Tu sais, là, pour 5 minutes, celui-là. Oui. Cool. Donc, merci beaucoup, en tout cas. Vraiment heureux de l'invitation. Merci. Parfait de conclure la saison avec vous. 2 invités remarquables. Merci pour vos partages, pour vos félicitations pour vos succès. Merci Raymond, iFang, cette fois-là, on ne le fait pas d'habitude. Merci pour une 2e saison complétée. Et merci à Marie-Michel, on n'en parle pas souvent, mais elle est toujours là pour nous aider à acquérir et donner les cues. Donc, on se revoit sûrement pour une 3e saison d'ici quelques semaines. Restez à l'écoute.